soyez les bienvenus dans la leçon divisibilité partie 1. Ce qu'on va aborder dans cette leçon, le premier point, c'est de donner une définition de divisibilité. Ensuite, on va donner quelques propriétés de la notion de divisibilité. Ensuite, on va essayer de donner quelles sont les divisibilités, en fait les propriétés liées à la divisibilité des nombres premiers. Le dernier point sera consacré à donner des tests de divisibilité. Donc, je vais commencer par donner une définition. Par hypothèse que je vais prendre soit n et d, deux entiers avec d différents de 0, on dit que n est divisible par d s'il existe un entier k tel que n égale à d fois k. Donc, on se donne deux entiers n et d, tel que d est différent de 0. On dit que n est divisible par d si seulement s'il existe un entier k tel que n égale à d fois k. Donc, on dit aussi que n est un multiple de d, d est un facteur de n, d est un diviseur de n, ou tout simplement on écrit d divise n, que l'on note par d ligne verticale n. Donc, quand on voit cette notation, cela veut dire que d divise n, ou n est divisible par d, ou d est un diviseur de n. Donc, on va donner quelques propriétés de la notion de divisibilité. On va commencer par la propriété 1. Les diviseurs de 0, si je prends un k, un entier non nul, alors k divise 0. Pourquoi? Parce que je peux dire que k est égal à 0. En fait, c'est k divise 0, ça veut dire qu'il existe un entier tel que 0 égale à k fois p. Je prends p, l'entier 0, donc 0 fois k égale à 0, donc k divise bien 0. Ensuite, les diviseurs positifs d'un entier positif, donc ça veut dire que si je prends a et b sont deux entiers positifs, et a divise b, alors a est plus petit ou égal à b. Donc, je répète, je prends deux éléments a et b, deux entiers positifs, tels que l'un divise l'autre. Alors, a est plus petit ou égal à b. Donc, on va démontrer cette propriété. Je prends par hypothèse que a divise b. Alors, par définition, il va exister un entier k tel que b égale à a fois k. Donc, k est strictement positif du fait que a est b positif. Et a, b n'est rien d'autre que le produit entre a et k. Donc, il s'agit bien de k strictement positif. Et comme k est un entier, donc k est supérieur ou égal à 1, ce qui permet de conclure que a est plus petit ou égal à b. Donc, si on a a et b, deux entiers positifs tels que a divise b, alors a est inférieur ou égal à b. Un exemple 1 qui sera consacré à travailler sur quels sont les diviseurs de 1. Les seuls diviseurs de 1 sont 1 et moins 1. Pourquoi? Parce que si je prends un diviseur d divise 1, ça veut dire qu'il va exister un entier p tel que p fois d égale à 1. P fois d égale à 1, ça veut dire que le produit entre p et d égale à 1. Donc, les seuls diviseurs possibles est 1 et moins 1. La propriété 2 sera consacrée à travailler sur le fait si j'ai par hypothèse a divise m et a divise n, alors je peux conclure que a divise également la somme entre m et n. Ce qu'on va démontrer. Donc, supposons que a divise m et a divise n, et de plus, si j'ai m supérieur ou égal à n, donc s'il s'agit sur la même propriété, alors également, on aura a qui divise la différence entre m et n. Donc, si a divise m, alors a aussi divise le produit de m avec n'importe quel entier k. Donc, on va démontrer que si a divise m et a divise n, a divise m plus n. Et si a divise m et a divise n et m supérieur ou égal à 1, alors a divise m moins n. Et si a divise m, alors pour tout entier k, a divise également k fois m. Remarque 1, 0 est divisible par tout entier k non nul.
Donc K divise 0, puisque je peux prendre P égale à 0, 0 fois K égale à 0. C'est une propriété qui est toujours vraie. Aucun entier K n'est divisible par 0. Aucun entier K n'est divisible par 0. Parce que ces K, en fait, non nul, je ne peux pas trouver un élément P entier quelconque tel que P fois 0 égale à K. Parce que P fois 0, on aura toujours 0 égale à K, où K est un entier quelconque, ce qui n'est pas possible. Ensuite, je vais voir, dans le cas où j'ai deux entiers A et B, par hypothèse, on prend A et B, deux entiers, 3 divise toujours 3A plus 3B. Pourquoi? Parce que je peux réécrire 3A plus 3B sous la forme d'un produit entre 3 et la somme entre A plus B. Et A plus B, puisque A et B ce sont des entiers, la somme de deux entiers reste un entier. Donc on aura bien 3 qui divise 3A plus 3B. Ensuite, si je veux démontrer que 5 divise 10 fois AB, 5 divise toujours 10 fois AB. Pourquoi? Parce que je peux évaluer la valeur 10 fois AB. J'aurai 10 fois AB égale à 5, que multiplier la quantité 2 fois AB. Et n'oublions pas que le produit entre deux entiers reste un entier. Donc le produit entre A et B est un entier. 2, c'est un entier. Donc 2 fois AB reste un entier. Donc il s'agit bien du 5 qui divise la quantité 10 fois AB. Maintenant, je vais prendre M, un entier divisant A plus B, et je me pose la question, est-ce que M divise à la fois A et B? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends un M quelconque, un entier quelconque, A plus B, un entier quelconque. Si M divise A plus B, est-ce que j'ai le droit de dire que M divise A et M divise B? La réponse est non. Je donne un contre-exemple. 2 divise 8. 8, je peux la réécrire sous forme 5 plus 3. Mais 2 ne divise pas 5 et 2 ne divise pas 3. OK? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si j'ai M qui divise A plus B, alors je n'ai pas le droit de dire que M divise A et M divise B. Maintenant, on va voir la notion de divisibilité mais liée au nombre premier. Je rappelle qu'un nombre premier, et 10 premiers, c'est seulement si le seul diviseur de ce nombre premier est 1 et lui-même. Donc ça, c'est un rappel de nombre premier. La notion de divisibilité et non-divisibilité, quelles sont les manières dont on dispose pour prouver qu'un nombre est divisible par un autre ou pas? Donc, il existe deux manières pour tester la divisibilité. Si D divise N, par définition, il existe un entier K tel que N égale à D fois K. Donc, K peut s'écrire comme étant le rapport entre N et D. Ce qui conduit à dire, si N divisé par D, c'est une division entre deux entiers, donc une division réelle, si N divise D, la division de N par D me renvoie un entier, alors j'ai le droit de dire que D divise N. Donc ça, c'est la première façon. Je prends D qui divise N, je ne peux qu'évaluer N par D. Si je trouve que N divisé par D est un entier, alors D divise N. OK? Donc, pour tester maintenant la non-divisibilité, il suffit de vérifier si N divise D n'est pas un entier, alors D ne peut pas diviser N. Donc, toujours lié au fait que je fais le rapport entre N et D, et je fais une division réelle, et si je tombe sur une valeur entière, alors D divise N. Si je tombe sur un réel, la division n'est pas entière, donc D ne divise pas N. OK? Je vais donner sur cet exemple deux choses. La première partie sera consacrée à voir un petit peu l'utilisation de test de non-divisibilité de tout à l'heure. 3 divise 12. Pourquoi? Parce que si je fais le rapport entre 12 sur 3, je tombe sur la valeur 4. 4 de cette division réelle, je tombe sur une division
une division qui me renvoie une valeur entière. Donc, il s'agit bien de la valeur 3 qui divise 12. Ce qu'on vient de voir, c'est toujours de faire le rapport entre n et d et de voir si la division est entière ou pas. Pour la valeur 5, 5 ne divise pas 12. Pourquoi? Parce que si je fais le rapport de 12 par rapport à 5, je me retrouve avec une valeur 2,4. Ce n'est pas un entier puisqu'il s'agit d'un réel. Donc, 5 ne divise pas 12. Donc, ce qu'il faut faire, c'est toujours de penser à faire la division de n par d et de voir s'il est un entier ou pas. Si c'est un entier, d divise n. S'il ne s'agit pas d'un entier, alors d ne divise pas n. Ça, c'est la première façon de faire pour montrer est-ce que d divise n ou n est divisible par d. Maintenant, je vais annoncer un théorème très important qu'il s'agit de traiter est-ce que la divisibilité est transitive. La divisibilité transitive, ça veut dire quoi? Si A divise B et B divise C, est-ce que j'ai A qui divise C? Donc, prenons A et B, C, trois entiers, et supposons que A divise B et B divise C, montrant que A divise C. Alors, je vais démontrer cette propriété de transitivité de la divisibilité. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre deux entiers M et N, et je fais l'hypothèse que A divise B et B divise C. Donc, on aura bien B qui s'écrit comme étant M fois A, et C qui s'écrit comme N fois B. Alors, C, par définition, c'est N fois B. Je ne fais que remplacer B par sa valeur. J'aurai C est égal à N fois B, qui est égal à N fois M fois A. Là encore, le produit de deux entiers, c'est un entier. Je viens d'écrire C sous forme d'un entier multiplié par A. Donc, on peut conclure que A divise C. Mais on a également la notion de la divisibilité qui est réflexive, qui revient à dire si pour tout A entier donné, A divise A. Pourquoi? Parce qu'il suffit de prendre comme entier K égale à 1, A égale à 1 fois A, donc A divise A. Donc on a la réflexivité. Et on a également la notion de divisibilité est aussi symétrique, qui revient à dire quoi? Si je prends A et B deux entiers, si A divise B, alors B, en fait, si A divise B, je peux dire est-ce que pour ces deux entiers, l'existence d'un cas tel que P égale à K fois A, et je vais utiliser la notion de... En fait, on a parlé de la relation de divisibilité, est une relation réflexive et transitive. Donc, en partant de là, je vais donner un exemple 2 qui consiste à dire que si je prends 3 qui divise 9 et 9 qui divise 909, tout simplement 3 divise 9 parce que 9, je fais la division de 9 par 3. 9 divisé par 3 égale à 3. C'est une division entière, donc 3 divise 9. Également, est-ce que 9 divise 909? Je fais la division de 909 par 9. J'aurai un 101. Donc, il s'agit bien d'un entier. Donc, il y a une division entière. Donc, 9 divise 909. Maintenant, 3 divise 9 et 9 divise 909. D'après le résultat de transitivité de la divisibilité, j'ai le droit de dire que 3 divise 909. Et je peux la vérifier en faisant la division de 909 par 3. Donc, j'aurai 909 divisé par 3, ça fait 303. C'est un entier. Donc, j'ai bien la divisibilité de 3 par 909. Maintenant, je vais parler de divisibilité des nombres premiers. Je rappelle encore une fois, un nombre premier est un entier, c'est seulement si, et 10 premiers, c'est seulement si les seuls diviseurs de ce nombre premier est lui-même est 1. Donc, je vais énoncer le théorème 2. Chaque entier strictement supérieur à 1 est divisible par un nombre premier.
Donc, chaque entier strictement positif, strictement supérieur à 1, est divisible par un nombre premier. La démonstration de ce théorème s'appuie sur le fait, si je prends un n, un entier supérieur strictement à 1, alors n est un nombre premier ou composite. C'est quoi un nombre composite? Un nombre composite, ce n'est pas un premier. Donc, un nombre composite, s'il n'est pas premier, ça veut dire qu'il existe autre diviseur de cet entier n que 1 et lui-même. Donc, je vais prendre n, un entier supérieur strictement 1. Donc, il s'agit soit qu'il est un nombre premier, soit un nombre composite. Donc, s'il est premier, si n est premier, alors n est divisible par lui-même du fait de la réflexivité et de la divisibilité. Donc, le résultat est démontré. Sinon, dans le cas contraire, il existerait alors deux entiers tels que P et Q supérieur strictement 1 et on a n égale à P fois Q. On répète le même raisonnement avec P jusqu'à l'obtention de l'un des facteurs premiers de n. Donc, je prends n qui est nombre composite. Donc, il peut s'écrire sous la forme de produit de deux entiers P et Q, tels que P supérieur strictement à 1, n égale à P fois Q supérieur strictement à 1, puisque n, on a pris par hypothèse qu'il est supérieur strictement à 1. Et je vais dire comme P est supérieur strictement à 1, P, soit il est premier, soit il est composite. Et s'il est composite, je vais la réécrire aussi sous forme de produit de deux entiers, l'un qui est supérieur strictement 1, et je répète le même raisonnement jusqu'à ce que je me retrouve avec un facteur premier de n. Maintenant, je vais donner une définition 2. Il s'agit de la définition qui prend en fait d'essayer de faire une factorisation d'un entier en nombre premier. Donc, la forme standard de factorisation de n supérieur strictement à 1 est l'expression suivante que je vais écrire. Donc, il s'agit de l'écriture n égale à P1 à la puissance E1, P2, mais que multiplier P2 à la puissance E2, que multiplier P3 à la puissance E3, ainsi de suite. Où P1 est plus petit que P2, qui est plus petit que P3, qui est plus petit que P4. Les PI, ce sont des nombres premiers, sont tous nuls, sauf pour un nombre fini d'éléments. OK? Donc ça, c'est l'écriture ou la factorisation d'un entier n en nombre premier. Exemple 3, je vais donner une façon de faire pour factoriser un nombre en nombre premier. Il s'agit de l'arbre de factorisation en nombre premier, du nombre 60. 60, je peux la réécrire sous la forme 6 fois 10. 6 elle-même, je peux la réécrire sous forme 2 fois 3. 10 peut s'écrire sous la forme de 2 fois 5. Une autre façon de factoriser le même nombre 60 est de se dire que 60 n'est rien d'autre que 2 fois 30 et de décomposer 30 sous forme de 5 fois 6 et 6 qui se décompose à son tour comme 2 fois 3. OK, donc là, on voit très bien comment on peut démontrer, on peut factoriser un entier n en utilisant l'arbre de factorisation. Maintenant, on va passer à établir des tests de divisibilité pour un entier n donné. Maintenant, on va voir d'abord quels sont les tests de divisibilité de l'entier 2. Donc, soit un entier n différent de 0, ce n est dit divisible par 2, si seulement si son dernier chiffre est divisible par 2, c'est-à-dire est un nombre pair. Donc, un entier n différent de 0 est divisible par 2 si seulement si son dernier chiffre est divisible par 2. Ou tout simplement, si seulement si est un nombre pair. Maintenant, la notion de test de divisibilité toujours appliquée maintenant pour un entier 5, soit un entier n différent de 0 est dit divisible par 5, si seulement si son dernier chiffre est divisible par 2. Donc, on a dit pour
test de divisibilité pour un entier n par 2, il suffit que le dernier chiffre soit divisible par 2. Ou bien, tout simplement, il faut que le nombre soit pair. Mais la divisibilité de l'entier 5, il faut que le dernier chiffre de mon nombre n soit divisible cette fois-ci par 2. C'est-à-dire, il faut qu'il soit égal à soit 0, soit 5. Ensuite, on va voir le test de divisibilité de l'entier 4. Je prends toujours un entier non nul et je dis que n est divisible par 4. Si seulement si le nombre représenté par les deux derniers chiffres de n est divisible par 4. Donc, je prends un entier n qui est différent de 0 et j'ai dit que n est divisible par 4. Quand est-ce que j'ai le droit de dire ça? Si seulement si je prends les deux derniers chiffres, il faut que les deux derniers chiffres de ce nombre soient divisibles par 4. OK? Exemple, je prends 21 732 est divisible par 4 parce que je prends les deux derniers chiffres de ce nombre qui est là, le nombre 32. 32 est divisible par 4. Pourquoi? Parce qu'il suffit de diviser 32 par 4. 32 divisé par 4, c'est 8. 8 est un entier. C'est une division entière. Donc 4 divise 32 ou 32 est divisible par 4. Maintenant, le nombre 44 442 est non divisible par 4. Pourquoi? Je vais que appliquer le test de divisibilité par 4, qu'il s'agit de prendre le nombre constitué par les deux derniers chiffres. 42. 42 n'est pas divisible par 4. Parce que 42 divisé par 4, il me donne 10, quelque chose. Donc, ce n'est pas une division entière. Donc, 4 ne divise pas 42. Donc, le nombre 44 442 est non divisible par 4. OK? Maintenant, on va voir le test de divisibilité pour cette fois-ci pour l'entier 8. Un entier non nul est divisible par 8 si seulement si le nombre représenté par ces trois derniers chiffres, cette fois-ci, il faut qu'il soit divisible par 8. Donc, il faut que je prenne le nombre représenté par ces trois derniers chiffres, il faut qu'il soit divisible par 8. Exemple, 201 432 est divisible par 8. Donc, il suffit de prendre les trois derniers chiffres. 432 est divisible par 8, oui ou non? Il suffit de diviser 432 par 8. Si on tombe sur une division entière, alors il s'agit que 432 est divisible par 8. Et c'est le cas pour cet exemple. Si je prends cette quantité-là, qui est 716 510, n'est pas divisible par 8, je prends 510, je la divise par 8, je tombe sur une division réelle, donc n'est pas forcément 8 n'est pas un diviseur de 510. Donc on voit très bien, c'est ça, c'est pour illustrer et de fixer un petit peu quels sont les outils dont on dispose pour montrer qu'un nombre est divisible par 8. Il suffit de prendre le nombre constitué par les trois derniers chiffres de ce nombre et de montrer s'il est divisible par 8 ou non. Maintenant, test de divisibilité pour l'entier 3. Si un entier non nul est divisible par 3, si seulement c'est la somme de ces chiffres est divisible par 3. Exemple, donc on va voir si on a donné quelques exemples ici. Donc je prends ce nombre et je veux voir est-ce qu'il est divisible par 3. Mais il suffit que je somme les chiffres de ce nombre et s'il est divisible par 3, alors ce nombre est divisible aussi par 3. Donc qu'est-ce que je vais faire? 7 plus 1 plus 6 plus 5 plus 3 plus 0 plus 9 plus 2, il me donne la valeur 33. 33 divisé par 3 égale à 11, c'est une division entière, donc 3 divise 33, donc 3 divise ce nombre. OK? Maintenant, les tests de divisibilité pour l'entier 9. Un entier non nul est divisible par 9 si seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Pour 3, la somme de ces chiffres, il faut qu'il soit divisible par 3. Pour l'entier 9, il faut que la somme de ces chiffres soit divisible par 9. Maintenant, pour le test de divisibilité pour un entier qui est de valeur 11,
un entier non nul est divisible par 11 si seulement c'est, et notez bien, la somme alternée de ces chiffres est divisible par 11. Il s'agit de la somme alternée de ces chiffres est divisible par 11. Exemple. Je prends 72 952 est divisible par 11. Comment je vais tester est-ce que ce nombre est divisible par 11? Il suffit que je fais la somme alternée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 7 moins 2, plus 9 moins 5, plus 2 égale à la valeur 11. 11 est divisible par lui-même. Donc il s'agit bien d'un nombre qui est divisible par 11. OK? Maintenant, une propriété très importante, il s'agit que si je prends un n, un nombre supérieur strictement à 1, est premier, quand est-ce que j'ai le droit de dire que n est premier? Si seulement si n n'est divisible par aucun nombre premier ou égal à la racine de n. Donc ça, ce sont des outils qu'on se donne pour montrer est-ce que n est premier s'il s'agit d'un entier supérieur strictement à 1. Il suffit d'aller chercher quels sont les nombres premiers situés entre 0 et la racine de n. Et si ce nombre n n'est divisible par aucun nombre premier inférieur ou égal à la racine de n, à ce moment-là, j'ai le droit de dire que n est premier. Exemple, 179 est-elle un nombre premier? Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver c'est quoi d'abord la racine de 179. On calcule d'abord la racine de 179 qui a une valeur approximative de 13,379. Qu'est-ce qu'on va chercher d'abord? On va chercher ensuite quels sont les nombres premiers qui sont situés entre 0 et 13. Les nombres premiers inférieurs ou égaux à 13,3 sont 2, 5, 7, 11 et 13. Donc les nombres premiers inférieurs ou égaux à 13,3 sont 2, 5, 7, 11 et 13. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir est-ce que mon nombre n, est-ce qu'il est divisible par 2, par 5, par 7, par 11 ou par 13. Donc s'il n'est divisible par aucun nombre premier que je viens de calculer, alors il s'agit bien d'un nombre qui est premier. 179 est un nombre premier. En effet, pourquoi? Parce que 179 n'est pas divisible par 2, non divisible par 5, non divisible par 7, non divisible par 11, non divisible par 13. Donc, il suffit d'utiliser les tests de divisibilité pour l'entier 2, 5, 7, 11 et 13. Ou bien de vérifier directement si la division de 179 par 2 ou par 5 ou par 7 ou par 11 ou par 13, il faut qu'elle soit une division, soit une division entière, réelle. C'est-à-dire que 79 divisé par 2 n'est pas un entier. N'est pas un entier également quand on le divise par 5, par 7, par 11 et par 13. C'est le cas. Donc 179, il s'agit bien d'un nombre premier. Ce qu'on va voir maintenant sur quelques exemples, la notion de divisibilité. Premier exemple, exercice qu'on va donner, exercice. Donc il s'agit de montrer est-ce que 7 divise la quantité 2 à la puissance 4n plus 2 plus 3 à la puissance 2n plus 1. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose consiste à montrer est-ce que 13 divise la quantité 3 à la puissance n plus 1 plus 4 à la puissance 2n moins 1. OK? Donc, ce qu'on va traiter d'abord, encore le troisième point, qui est, il s'agit de montrer est-ce que n fois n carré moins 1 multiplié par n plus 2 est divisible par la valeur 4. Et sur ces exercices, on voit très bien qu'on va utiliser la notion d'induction mathématique pour résoudre ces problèmes. Donc, proposition, on va d'abord parler du dernier exercice, qu'il s'agit de
n multiplié par n au carré moins 1, le tout multiplié par n plus 2, et on veut montrer que cette quantité-là est divisible par 4. Par 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier est-ce que cette proposition est vraie pour n égale à 1 et de montrer que la proposition pour k inférieur ou égal à inférieur strictement à n, de supposer qu'elle est vraie et de montrer qu'elle reste vraie à l'ordre n plus 1. Donc, sans tarder, je vais vérifier est-ce que pour n égale à 1 égale à 0, est-ce que c'est vérifié? Pour n égale à 0, 0 est divisible par 4. Donc, pour n égale à 0, la proposition P0 est vraie. Pourquoi? Parce que 0 est divisible par 4. Donc, il suffit de faire la division de 0 par 4, on trouve la valeur 0. Donc, c'est une division entière. Donc, 0 est divisible par 4. Ensuite, de faire l'hypothèse d'induction. Hypothèse d'induction. Qu'il s'agit de faire quoi? De supposer que la proposition est vraie à l'étape n et de montrer qu'elle reste vraie à l'étape n plus 1. OK? Donc, ce que je vais prendre, que je suppose que n égale à n au carré moins 1 fois n plus 2, je suppose qu'il est divisible par 4. Donc ça, c'est l'hypothèse de la méthode d'induction mathématique. Et je vais vérifier, est-ce que n fois n au carré moins 1 fois n plus 2, lorsque n égale à n plus 1, ça reste une proposition qui est vraie. C'est-à-dire que lorsque n égale à n plus 1, cette quantité n plus 1 que multiplier n plus 1 au carré moins 1, que multiplier n plus 1 plus 2, est divisible par 4. Remplaçons n par n plus 1, nous obtenons la quantité que je vais écrire. N plus 1 multiplié par n plus 1 au carré moins 1, le tout multiplié par n plus 1 plus 2. Donc, il se traduit par la quantité n plus 1. Comme il s'agit d'une identité remarquable, n plus 1 au carré moins 1, donc ça serait n plus 1 moins 1, le tout multiplié par n plus 1 plus 1, le tout multiplié par n plus 3. Donc j'aurai n fois n plus 1, puisque n plus 1 moins 1, c'est n, donc n fois n plus 1, le tout multiplié par n plus 2 et n plus 3. Et qu'est-ce que je vais faire? N plus 3 n'est rien d'autre que n plus 1 plus 2. Donc j'aurai n plus 3, c'est n fois n plus 1, le tout multiplié par n plus 2. Et qu'est-ce que je viens de dire? Je vais retrancher 1 et j'ajoute 1. Donc n moins 1 plus 1 plus 3. Donc j'aurai comme valeur n que multiplier n plus 1, que multiplier n plus 2, multiplié par n moins 1, plus 1 plus 3, ça fait 4, donc plus 4 que multiplier la quantité n fois n plus 1 fois n plus 2. Donc tout simplement ce que je vais faire, j'ai retranché 1, je viens de l'ajouter, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la distribution de la multiplication par rapport à l'addition. Donc j'ai n fois n plus 1, que multiplier n plus 2, que multiplier n moins 1, plus 4 fois la quantité n fois n plus 1, fois n plus 2. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On vient d'écrire cette quantité-là n'est rien d'autre que la proposition Pn, puisque ça n'est rien d'autre que n
fois n au carré moins 1 multiplié par n plus 2. Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la valeur n fois n au carré moins 1 que multiplier n plus 2 plus 4 que multiplier la valeur n fois n plus 1 que multiplier n plus 2. Or, qu'est-ce que je vais faire? Or, d'après l'hypothèse de récurrence, l'hypothèse d'induction mathématique me dit que n fois n au carré moins 1 fois n plus 2 est divisible par 4. Est divisible par 4, donc il va exister. Donc je vais écrire n fois n au carré moins 1 fois n plus 2 est divisible par 4. Est divisible par 4. Donc il va exister un entier k tel que n fois n au carré moins 1 que multiplier n plus 2 égale à 4 fois k. Donc qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que la quantité de tout à l'heure s'écrit comme étant un k fois 4 fois k plus un 4 fois n plus 1, le tout multiplié par n plus 2. Donc il s'agit de la somme de deux termes que chacun est un multiple de 4. Donc c'est un multiple de 4. C'est le premier numéro 1, le terme 1 et le terme 2. Et la somme de deux termes qui sont des multiples de 4. Donc il s'agit bien de la somme de deux termes qui sont des multiples de 4. Donc, là, pour n égale à n plus 1, on a trouvé, grâce à la propriété n fois n au carré moins 1 fois n plus 2 quand n égale à n plus 1, on se trouve avec ce nombre qui est un multiple de 4, donc il est divisible par 4. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une hypothèse. En fait, on a voulu démontrer est-ce que n fois n au carré moins 1 que multiplier n plus 2 est divisible par 4. L'idée est d'utiliser l'outil d'induction mathématique qui s'appuie sur le fait de vérifier ce que n égale à 0, la propriété est vraie. Il s'agit de n égale à 0 parce que n égale à 0 me donne une valeur 0 qui est divisible par 0. Et de supposer que la propriété est vraie pour Pn et de démontrer que Pn plus 1 est aussi vrai. On a évalué n fois n au carré moins 1 que multiplier n plus 2 pour n égale à n plus 1. Et on se trouve, d'après les calculs qu'on vient de faire et d'après l'hypothèse d'induction mathématique qui me dit que n fois n au carré moins 1 fois n plus 2 est supposé au départ divisible par 4, on se retrouve avec une valeur qui est multiple de 4, donc elle est bien divisible par 4. Et pour tous ceux qui désirent un complément de cours ou de télécharger des exercices, n'hésitez pas de consulter le site web Net2Nu en cliquant sur MedNetU et merci.